Les pilotes professionnels s'entraînent tout au long de leur carrière pour s'assurer qu'ils sont prêts au cas où le pire devrait arriver. Si cela se produit et qu'ils s'en sortent, les pilotes sont souvent vus comme des héros. Mais si le résultat ne dépendait pas vraiment d'eux, et si le miracle s'était produit malgré les efforts de ces héros? Restez avec nous. Les mouettes sont fascinantes et souvent plus grandes qu'on ne le pense, avec une envergure de plus d'1,50 m et un poids d'environ 1,5 kg. Il existe plusieurs espèces de mouettes en Europe, mais dans la région de Moscou, les plus courantes sont les goélands argentés ou les goélands pontiques. La nidification de ces oiseaux dure de la mi-avril à la mi-juillet, après quoi les oisillons quittent les zones de nid pour chercher de nouveaux lieux de nourriture. On peut les voir comme des oiseaux adolescents traversant le ciel sans grande expérience, rendant leur déplacement de groupe très imprévisible. Au début de l'automne, ces mouettes cherchent souvent de grands espaces ouverts, sans trop d'arbres ni de bâtiments pour se reposer la nuit. Comme vous l'imaginez, les aéroports sont idéaux pour cela, surtout quand le tarmac est chaud après une journée ensoleillée. Cela peut représenter une menace importante pour le trafic aérien. Il existe donc de nombreuses contre-mesures et règles mises en place pour y faire face. Et c'était également le cas à l'aéroport de Joukovski-Ramenskoye, situé à environ 40 km au sud-est de Moscou, en Russie. Pendant des années, l'autorité aéroportuaire a lutté contre ce problème récurrent d'oiseaux, mais sans grand succès, ce qui était probablement dû au fait que plusieurs décharges illégales se trouvaient à proximité immédiate de l'aéroport, servant de sites d'alimentation idéaux pour les oiseaux. En 2019, lorsque cette histoire s'est déroulée, une législation était en vigueur interdisant toute activité susceptible d'attirer durablement les oiseaux dans un rayon d'environ 15 km autour d'un aéroport en activité. Mais même si l'aéroport se plaignait et portait plainte contre ces décharges illégales, rien n'a jamais vraiment été fait à ce sujet. Cela signifiait que l'aéroport avait été contraint de trouver d'autres moyens pour effrayer les oiseaux, ce qui incluait des canons à propane et d'autres dispositifs acoustiques répartis le long de la piste principale. Au début, ces dispositifs fonctionnaient, mais le problème avec les mouettes, c'est qu'elles sont vraiment intelligentes. Elles ont donc rapidement compris que ces dispositifs ne représentaient en réalité aucun danger pour elles, d'autant plus qu'ils étaient programmés pour s'activer à intervalles réguliers et non seulement lorsqu'ils étaient nécessaires. Ce qui fait qu'ils sont vite devenus comme un bruit de fond agaçant pour les oiseaux. Maintenant, le risque aviaire n'est pas quelque chose qui était propre à cet aéroport en particulier. En fait, la plupart des aéroports ont ce problème. Et surtout pendant les saisons de migration au printemps et en automne, nous, les pilotes, gardons toujours la présence d'oiseaux à l'esprit. Si de grands groupes d'oiseaux sont observés sur un aéroport, le contrôle aérien inclut normalement cette information dans la diffusion du service automatique d'information terminale, l'ATIS. Cela fera alors partie du briefing sur les menaces que les pilotes effectuent avant une approche ou un décollage. Mais en août 2019, l'information ATIS signalant un risque aviaire avait été diffusée presque en continu pendant un mois à l'aéroport de Joukovski, ce qui signifiait que les pilotes y étaient devenus presque aussi insensibles que les oiseaux l'étaient aux équipements d'effarouchement. Le 15 août 2019, vers 4h30 du matin, heure locale, un Airbus A321 de la compagnie Ural Airlines était en approche finale sur la piste 12 de l'aéroport de Joukovski. C'était l'aube. Lorsque les pilotes ont atterri et roulé vers leur stationnement, tout semblait normal. La journée était ordinaire. Une fois l'avion stationné, ils ont débarqué les passagers, puis refermé les portes, car il s'agissait de leur dernier vol de la journée et l'équipage suivant n'arriverait que dans environ 1 heure. Dans l'aéroport, l'équipe du matin venait d'arriver et passait ses contrôles médicaux avant le départ, procédure courante en Russie. Une fois cela terminé, les 2 pilotes ont commencé leur préparation avant vol pour leur prochain trajet de l'aéroport de Joukovski en direction de Simferopol, sur la péninsule de Crimée occupée par la Russie. La météo semblait correcte pour le vol. Un système frontal accompagné d'orages était passé pendant la nuit, provoquant d'importantes précipitations sur la région de Moscou, mais il s'était désormais déplacé plus à l'est et ne poserait pas de problème pour leur vol. Il faisait encore nuageux dehors, mais avec une bonne visibilité générale et quelques vents légers venant du sud-est, ils prévoyaient donc d'utiliser la piste 12 pour le départ.
Tous les NOTAM, cartes météo et plans de vol étant corrects, les pilotes embarquèrent 16 tonnes de carburant, informèrent le régulateur, puis rejoignirent les 5 membres d'équipage de cabine pour les informer sur le vol à venir. Alors, qui étaient les pilotes qui allaient assurer ce vol? Eh bien, le commandant de bord avait 42 ans et travaillait pour Ural Airlines depuis 6 ans, où il avait commencé comme copilote directement après l'école de pilotage. Au moment de ce vol, il totalisait 4275 heures de vol, dont la grande majorité, soit 4125 heures, avaient été effectuées sur la famille Airbus A320. Son dossier de formation était bon, sans problème majeur, et il avait récemment réussi son contrôle de compétences, incluant le décollage interrompu et la panne moteur après décollage. Il est important de noter que le commandant de bord n'avait pas été accepté par la compagnie aérienne en 2012 à cause d'une évaluation psychologique défavorable. Ce test avait révélé un comportement réactif, associé à de l'excitabilité, de l'impulsivité, une tendance à la domination et une difficulté avec l'autorité, combinée à un déni et un déplacement des informations négatives comme mécanisme de défense. Combinés, ces facteurs pouvaient, selon le psychologue, entraîner des réactions retardées, plus lentes et un comportement désorganisé s'il était soumis à un stress élevé. Par la suite, il a été autorisé à repasser ce test après 6 mois et il a alors obtenu de bien meilleurs résultats, ce qui lui a permis de commencer sa formation. Un test similaire réalisé en 2018 avant sa promotion au poste de commandant de bord a révélé des tendances semblables. Mais ce test n'a pas été jugé fiable en raison des mécanismes de défense perçus du commandant de bord pendant le test. En gros, il avait appris à dire ce que le psychologue voulait entendre, ce qui rendait le test pratiquement inutile. Or, aucun de ces traits n'avait été observé chez le commandant de bord durant ses années de service. Mais comme je l'ai dit au début, très peu d'entre nous, pilotes, sont réellement confrontés à une situation vraiment difficile, et ce n'est que dans ces moments-là que ce type de trait peut se révéler. Le copilote était très jeune, 23 ans, et travaillait pour la compagnie aérienne depuis un peu moins d'1 an. Il avait un total de 780 heures de vol, dont 624 avaient été effectuées sur la famille Airbus A320, ce qui signifie qu'il était en fait tout nouveau dans son rôle. Son dossier de formation était satisfaisant, mais son évaluation psychologique montrait des tendances similaires à celles du commandant de bord, mais avec en plus de l'immaturité, de l'impulsivité et de la compétitivité, ce qui pouvait entraîner des violations volontaires et de la désorganisation en situation de stress. Vous vous demandez peut-être, avec ce genre d'évaluation, pourquoi ces pilotes ont-ils quand même été jugés aptes dès le départ? Et la réponse à cela, c'est que nous aurions probablement tous au moins une partie de ce type d'évaluation négative si nous étions soumis à ce genre de test. Nous avons tous des faiblesses et le défi pour les psychologues de l'aviation est de déterminer où tracer la limite entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Les 2 pilotes ont été jugés au-dessus de cette limite, mais il est intéressant de garder ces traits à l'esprit en poursuivant cette histoire. Une fois les briefings terminés, l'équipage s'est dirigé vers l'avion qui les attendait sur l'aire de trafic. C'était un bel Airbus A321 âgé de 15 ans, équipé de 2 turboréacteurs à double flux CFM56. Nous avons déjà examiné cette version des moteurs CFM56 dans l'épisode sur le vol 754 de TAP Air Portugal, et dans cet épisode, j'ai expliqué que ces moteurs utilisent 4 portes obturatrices sur chaque moteur pour activer la poussée inverse. Chaque porte obturatrice a 2 verrous distincts, assurant qu'aucune poussée inverse ne soit activée accidentellement, même si un verrou est endommagé. Il est important de s'en souvenir. L'équipage a décidé que le commandant de bord serait aux commandes pour ce vol et que le copilote assurerait la surveillance. Cela signifiait qu'après que les pilotes aient laissé leur sac dans le cockpit, le copilote est sorti pour effectuer la visite pré-vol et le commandant de bord a commencé à consulter le carnet technique. Il s'est vite rendu compte qu'il ne contenait aucune anomalie sur toute la liste des points, alors il l'a simplement mis de côté et a commencé à préparer le cockpit pour le départ. Le commandant de bord avait discuté plus tôt avec son prédécesseur en salle d'équipage, qui lui avait assuré que l'avion était en très bon état. Pendant ce temps, l'équipage de cabine a commencé à accueillir les 226 passagers à bord et, une fois tout le monde assis, l'avion était presque entièrement plein. Pendant ce temps, une inspection de la piste aurait été effectuée, au cours de laquelle la piste a été jugée dégagée d'objets et d'oiseaux et désignée comme mouillée avec des flaques d'eau. J'utilise le terme
aurait été, parce qu'une telle vérification était censée être effectuée et que la personne responsable a affirmé l'avoir faite, mais il n'existait aucun enregistrement officiel prouvant qu'une telle vérification avait réellement eu lieu. Il s'est avéré qu'il y avait de nombreux oiseaux près de la piste. À son retour dans le cockpit, le copilote a trouvé le commandant de bord presque prêt. Dès que le copilote s'est installé, le commandant a débuté son briefing. Étant le premier vol de la journée, un briefing d'urgence détaillait les actions à suivre en cas de panne moteur après le décollage. Ce type de briefing est courant dans la plupart des compagnies aériennes car une panne moteur juste après le décollage est considérée comme l'une des pannes les plus critiques en termes de temps auxquels nous pourrions être confrontés. C'est pourquoi nous faisons ce briefing chaque jour afin de garder les procédures bien en tête au cas où cela arriverait. Une fois cela terminé, le commandant de bord a ensuite poursuivi le briefing concernant le trajet vers la piste et le départ, mais il n'a pas évoqué spécifiquement la menace des oiseaux. Maintenant, je ne trouve pas cela particulièrement étrange, car il s'agissait d'une menace plus ou moins latente dans cet aéroport en particulier, et dans le pire des cas, le briefing d'urgence qu'ils venaient de faire couvrirait la marche à suivre. L'ATIS mentionnait une activité isolée d'oiseaux. Il aurait donc été judicieux de le signaler au moins. C'est sans doute le moment de parler des mesures à prendre par les pilotes face à une menace potentielle d'oiseaux. Lorsque nous sommes au sol avant le décollage, le choix est relativement simple. Si nous voyons une volée d'oiseaux ou de gros oiseaux près de la piste, nous en informons simplement le contrôle aérien et ils envoient normalement du personnel avec des fusées de détresse ou autre chose pour essayer de les effrayer. Cela peut prendre quelques minutes, mais c'est bien mieux que de prendre le risque. Si la course au décollage a déjà commencé quand on voit les oiseaux, la décision se complique, car le commandant doit alors évaluer la menace réelle qu'ils représentent. Dans le régime de basse vitesse, c'est-à-dire en dessous de 80 nœuds sur le Boeing que je pilote, mais en dessous de 100 nœuds sur certains avions Airbus, la chose la plus sûre à faire si un grand groupe d'oiseaux est repéré est simplement d'interrompre le décollage. La vitesse n'est alors pas assez élevée pour une manœuvre violente et il reste assez de pistes pour s'arrêter. Mais si la vitesse est supérieure à cela, il faut immédiatement évaluer le risque. Normalement, nous n'interrompons le décollage à grande vitesse qu'en cas de panne moteur, d'incendie, d'alerte prédictive de cisaillement du vent, ou si l'avion est jugé dangereux ou incapable de voler, et dans des conditions graves, l'appareil pourrait être considéré comme dangereux à cause de ces oiseaux. Mais c'est une décision bien plus difficile, car interrompre un décollage à grande vitesse est une manœuvre plus violente avec moins de pistes. À cause de cela, les oiseaux isolés sont généralement ignorés, mais les vols de gros oiseaux représentent une toute autre histoire. Les moteurs des avions commerciaux ont été certifiés pour pouvoir fonctionner après un impact avec un oiseau sans perdre trop de poussée et continuer à fonctionner. Mais cela concerne l'impact avec un seul gros oiseau, pas plusieurs, donc un vol d'oiseau est quelque chose de potentiellement très dangereux. Si cela arrive pendant l'approche ou l'atterrissage, il faut faire une évaluation similaire, ce qui peut être encore plus délicat. Nous avons évidemment toujours la possibilité de remettre les gaz, mais cette décision doit être prise suffisamment tôt lorsqu'il est raisonnablement évident que nous pourrons éviter les oiseaux en procédant ainsi. En cas de doute, il vaut en fait mieux poursuivre l'approche à travers les oiseaux avec une puissance moteur relativement faible, car cela minimisera les dégâts en cas d'impact. L'expérience a montré que remettre les gaz puis percuter la volée d'oiseaux avec les moteurs à la poussée de remise de gaz peut, dans le pire des cas, causer des dégâts plus graves et une perte de poussée sur les deux moteurs, ce qui serait catastrophique. Il est donc pertinent de signaler la présence possible d'oiseaux si l'ATIS l'indique. Comme je l'ai dit, l'ATIS le mentionnait toujours dans cet aéroport, donc les pilotes avaient sans doute commencé à l'ignorer. Quoi qu'il en soit, une fois les briefings terminés, les pilotes ont effectué les calculs de performance au décollage, ce qui leur a donné une vitesse de décision V1 de 166 nœuds, une vitesse de rotation de 166 et une vitesse de montée monomoteur V2 de 168 nœuds. Après cela, ils ont lu la checklist avant démarrage et à 6h05 et 43 secondes, le vol 178 d'Ural Airlines a reçu l'autorisation de repoussage et de démarrage, puis a commencé à s'éloigner de son poste de stationnement. Les moteurs ont démarré successivement lors du repoussage et, une fois l'avion orienté nord-ouest sur l'aire de trafic, le copilote a demandé l'autorisation de rouler. Le contrôleur aérien a répondu, leur demandant de rejoindre la piste 12 et de suivre le véhicule Follow Me jusqu'au taxiway Bravo 7.
Le copilote a répété l'instruction et l'avion a roulé sur l'aire de trafic. Tout se passait bien. La checklist avant décollage a été faite jusqu'à la ligne. Quand le véhicule Follow Me les a laissés sur Bravo 7, le copilote a contacté la tour pour signaler leur préparation à entrer sur la piste. Le contrôleur aérien a alors dit bonjour et autorisé le vol 178 à s'aligner et entrer sur la piste 12. Et il leur a également donné le vent de surface de 110 degrés à 4 mètres par seconde. Et là, quelque chose d'intéressant s'est produit, car alors que l'avion commençait le trajet vers la piste, le commandant de bord a soudainement dit « Il n'y a presque pas d'oiseaux ici, non ?» Et le copilote a confirmé « Oui, presque aucun ». Mais il semble que le commandant de bord voyait vraiment quelque chose, car il a continué. Presque aucun, mais il y a une sorte de volet qui vole là-bas. Ce à quoi le copilote a répondu « Ah oui, il y a quelque chose qui vole ». Tout cela indique que le commandant de bord a clairement vu une volée d'oiseaux suffisamment grande et proche pour attirer son attention, mais il n'a jamais transmis ses préoccupations au contrôleur aérien. L'avion a continué à rouler et à remonter la piste pour se préparer au décollage, tandis que la discussion sur les oiseaux a continué brièvement lors de son demi-tour pour s'aligner sur la piste 12. Maintenant, avant de parler de la course au décollage, il y a encore quelques éléments que vous devez connaître, à la fois sur la piste que nous allons utiliser et sur l'Airbus A321. Vous voyez, la piste 12 de l'aéroport de Joukovski était absolument immense. Elle faisait 70 mètres de large contre 45 habituellement et 4600 mètres de long, ce qui en faisait environ 2 fois la longueur d'une piste normale. C'est important du point de vue d'un décollage interrompu, car cela signifie que même avec une vitesse d'interruption élevée, il devrait rester suffisamment de piste pour ralentir. La vitesse de décision, V1, est calculée pour être à la fois la vitesse maximale à laquelle un décollage interrompu peut être effectué en toute sécurité et la vitesse minimale à partir de laquelle un décollage sûr peut être réalisé après une panne d'un seul moteur. Mais V1 ne peut jamais être supérieur à VR, la vitesse de rotation. Cela signifie qu'avec une piste extrêmement longue, la première définition de V1 comme vitesse sûre pour s'arrêter pourrait théoriquement être beaucoup plus élevée, mais ce n'est jamais le cas. L'autre avantage de cette longue piste était que les pilotes pouvaient utiliser la température flex sur leur moteur. C'est similaire à la température supposée sur les avions Boeing et c'est une technique utilisée pour réduire la poussée au décollage au minimum possible pour un décollage en toute sécurité. Cela réduit l'usure des moteurs, le bruit et la consommation de carburant et c'est donc presque toujours utilisé si les conditions et la piste le permettent. Pour ce décollage en particulier, la température flex sélectionnée était de 49 degrés, ce qui donnerait un réglage de N1 au décollage de 83%, ce qui représente une réduction assez importante, mais tout à fait compréhensible compte tenu de cette piste immense. Maintenant, concernant l'Airbus, il a des particularités techniques qu'il faut connaître pour comprendre ce qui va se passer. Tout d'abord, il s'agit d'un avion qui va essayer d'assister les pilotes autant que possible en cas d'événements inattendus. Par exemple, si un moteur tombe en panne après le décollage, l'avion met automatiquement du palonnier du côté du moteur en marche pour faciliter le contrôle par les pilotes. Cependant, cela ne suffira pas à annuler complètement l'effet de la poussée asymétrique, donc il est attendu que le pilote mette plus de palonniers une fois que la situation sera claire. La correction au palonnier nécessaire sera indiquée sur l'indicateur de dérapage et de glissement sur l'écran principal de vol qui deviendra bleu et se transformera en ce qu'on appelle une cible bêta si certains critères sont remplis. Il est donc très important que le pilote en fonction applique suffisamment de gouverne de direction pour centrer cette cible bêta, car si cela n'est pas fait, l'avion s'inclinera vers le moteur en fonctionnement, ce qu'on appelle un dérapage latéral. Cela générera plus de traînée que nécessaire pour optimiser la performance de montée. La manière de gérer correctement une panne moteur au décollage est pratiquée et évaluée à chaque contrôle en simulateur que les pilotes d'Airbus effectuent, jusqu'à ce que cela devienne presque une seconde nature. Et Airbus a également défini une procédure à suivre en cas de panne moteur à V1, et cette procédure stipule qu'au départ, le pilote doit utiliser la gouverne de direction pour maintenir l'axe central. Ensuite, une fois la vitesse de rotation atteinte, le pilote doit cabrer l'avion jusqu'à une assiette initiale de 12,5 degrés pour s'assurer que l'avion décolle correctement. Après un taux de montée positif stable, rentrez le train d'atterrissage et abaissez l'assiette selon les indications des directeurs de vol. Ils indiqueront une assiette qui permettra à l'avion de voler à une vitesse comprise entre la V2 minimale et la V2 maximale plus 20 nœuds.
Il est extrêmement important de se concentrer sur la mise en vol sécurisée de l'avion pendant ces premières secondes, donc aucune autre action ne doit être effectuée en dessous de 400 pieds, à part annuler les éventuelles alertes et rentrer le train d'atterrissage. Au-dessus de 400 pieds, le pilote aux commandes peut demander au pilote chargé de la surveillance d'effectuer les actions ECAM ou procédures de mémoire nécessaires, mais pas en dessous. Pourquoi est-il si important de maintenir cette vitesse V2? Eh bien, c'est la vitesse qui a été calculée pour chaque masse à laquelle l'avion subira la traînée minimale et pourra donc monter aussi efficacement que possible avec un seul moteur. Si la vitesse descend en dessous de V2, l'avion devra cabrer davantage avec un angle d'attaque plus élevé pour rester en vol. Et cet angle d'attaque plus élevé va générer davantage de traînée induite et nécessiter plus de poussée pour être maintenu, ce que l'avion n'aura pas puisqu'il ne dispose que d'un seul moteur en fonctionnement. Cela réduirait encore la vitesse, exigerait un angle d'attaque plus élevé et donc plus de traînée, mais vous comprenez le principe. Maintenir la vitesse V2 est donc essentiel, comme nous allons le voir. Puisque nous évoquons l'angle d'attaque, mentionnons aussi le prochain système de sécurité remarquable proposé par l'Airbus. Les protections d'angle d'attaque, connues sous le nom d'AlphaFloor et d'AlphaMax. Je ne vais pas entrer dans tous les détails de ces systèmes car ils sont nombreux. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que l'avion, s'il est en loi normale, n'autorisera pas le pilote à cabrer au point que l'angle d'attaque provoque un décrochage, c'est-à-dire que les ailes cesseraient essentiellement de produire de la portance et que l'avion tomberait ou deviendrait incontrôlable. Si le pilote essaie quand même de cabrer alors que la vitesse n'est pas suffisante pour le permettre, l'avion refusera simplement et maintiendra l'assiette à un niveau qui correspond à l'angle d'attaque maximal autorisé. Souvenez-vous de cela. Donc, avec tout cela en tête, revenons au vol 178 d'Ural Airlines et à ses pilotes qui se préparaient maintenant à décoller de la piste 12. La checklist avant décollage sous la ligne a été complétée. Les pilotes ont vérifié les volets en configuration 1, les vitesses réglées et la cabine sécurisée pour le décollage. Ils ont aussi fait quelques remarques sur les oiseaux, sans que cela les inquiète. À 6h12 et 42 secondes, ils ont signalé être prêts pour le décollage. À ce moment-là, ils avaient fait demi-tour à environ 320 mètres avant le seuil de la piste 12, probablement pour gagner du temps puisqu'ils avaient largement assez de pistes à partir de cet endroit. Le contrôleur aérien répondit « Sverdlovsk 178, piste 12 autorisée au décollage, activité aviaire isolée » et le copilote l'a collationné. Le commandant de bord a avancé les manettes de poussée pour stabiliser les moteurs, puis les a mises en flex. Cela a fait accélérer les deux moteurs à 83% de N1 et l'avion a commencé à accélérer lentement sur la piste. À ce moment, les directeurs de vol étaient désactivés, mais cela a eu peu d'effet car ils se sont réactivés automatiquement dès l'avancée des manettes de poussée en flex. Quelques secondes après le début du roulage, le commandant a sans doute revu des oiseaux et s'est exclamé « Allez, envole-toi, oiseau Blayat », un juron russe courant. À ce moment, la vitesse était d'environ 60 nœuds, bien inférieure à la vitesse de décision et clairement en basse vitesse. Toutefois, la menace semblait faible car aucune tentative ou discussion d'interruption du décollage n'a eu lieu. Le copilote a annoncé 100 nœuds. Le commandant a confirmé, vérifié. Mais seulement quelques secondes plus tard, alors que l'avion dépassait les 140 nœuds, le copilote a soudainement lancé plusieurs autres jurons russes. Il est probable qu'il ait vu une volée d'oiseaux commencer à traverser leur trajectoire ici. Mais encore une fois, même si à ce moment-là, il était encore techniquement possible d'interrompre le décollage, cela n'a pas été fait. L'avion a continué d'accélérer et lorsqu'il a dépassé 166 nœuds, le copilote a annoncé V1, rotation. Et le commandant de bord a commencé à faire cabrer l'avion lentement. Si lentement en fait que la vitesse a continué d'augmenter jusqu'à 181 nœuds avant qu'il ne quitte la piste, soit bien au-dessus de la V2 de 168 nœuds. Cette rotation lente pourrait indiquer que le commandant de bord voulait délibérément éviter quelque chose qu'il voyait devant lui. Mais quoi que ce fût, il n'a pas réussi. Quelques secondes après le décollage, des bruits d'impact d'oiseaux sont enregistrés sur l'enregistreur des conversations du cockpit, alors que l'avion traverse une volée d'une quinzaine à une vingtaine de grosses mouettes. Les oiseaux ont percuté différentes parties de l'avion et au moins 3 ont été aspirés dans le moteur gauche et 1 dans le moteur droit. Cela a eu des conséquences immédiates et terribles.
Les vibrations du cœur indiquées des deux moteurs ont atteint le maximum en 1 seconde pour le moteur gauche et en 4 secondes pour le moteur droit. L'oiseau qui est entré dans le moteur droit a probablement d'abord été projeté dans le capot moteur, provoquant une petite fuite d'air de prélèvement juste devant le capteur T12 qui sert entre autres à calculer les réglages de poussée du moteur. Cela a immédiatement provoqué une chute de N1 du moteur droit d'environ 3%. Une partie de cet oiseau a probablement été aspirée dans le cœur du moteur, endommageant des aubes du compresseur haute pression. Mais du côté gauche, cependant, la situation était bien pire. Sur les 3 oiseaux estimés avoir été aspirés, au moins un d'entre eux aurait été considéré comme gros, ce qui signifie que le moteur a maintenant été soumis à une ingestion d'oiseaux supérieure à celle pour laquelle il avait été certifié. Cela a entraîné de multiples dommages aux aubes du ventilateur et aux composants internes, suffisamment pour que le N1 chute rapidement jusqu'à presque le ralenti et que le moteur cesse essentiellement de produire de la poussée vers l'avant. En d'autres termes, les pilotes faisaient maintenant face à une véritable panne moteur au décollage, ce pourquoi ils s'étaient préparés lors du briefing et qu'ils avaient également pratiqué de nombreuses fois en simulateur, mais cette situation ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient déjà vu auparavant. La différence principale était que, avec les 2 moteurs concernés, la poussée était inférieure aux performances prévues pour une panne moteur au décollage avec Flex 49 sélectionné. De plus, un oiseau à gauche avait sans doute heurté une tige de verrouillage de l'inverseur en traversant le moteur, déclenchant une fausse alerte ECAM inverseur déverrouillé moteur numéro 1 avec une alerte Master Caution et un seul signal sonore. Cela aurait sans doute attiré l'attention du pilote. Cela signifiait que cette panne ne reflétait pas ce à quoi les pilotes s'attendaient et parfois, quand les événements surviennent dans le désordre, cela suffit pour qu'ils oublient certains éléments. L'avion a automatiquement appliqué de la gouverne de direction à droite pour rester en ligne, ce qui a rapidement fait apparaître la cible bêta, signalant au commandant qu'il fallait encore plus de gouverne à droite. À ce moment-là, le copilote a annoncé « montée », ce qui devait probablement être « montée positive ». Le commandant de bord devait demander la rentrée du train d'atterrissage, mais il fixait l'écran ECAM affichant l'avertissement de déverrouillage de l'inverseur. La phrase du copilote, légèrement différente, n'a pas poussé le commandant à demander la rentrée du train d'atterrissage. Dans une situation comme celle-ci, il revient au pilote surveillant, dans ce cas le copilote qui a une charge de travail moins importante, d'essayer d'aider le pilote en fonction en priorisant les éléments les plus importants. Mais il était très inexpérimenté et probablement tout aussi surpris et débordé par cette situation que le commandant de bord, donc il n'a jamais répété la consigne, ce qui a fait que le train d'atterrissage a tout simplement été oublié. Le commandant de bord a alors commencé mécaniquement à suivre la procédure de panne moteur au décollage en cabrant l'avion à 12,5 degrés. Mais rappelez-vous, cette assiette ne devait être utilisée que pour faire décoller l'avion. Comme ils étaient maintenant en montée, cette assiette était bien trop élevée et il aurait dû suivre les directeurs de vol à la place, mais comme il ne l'a pas fait, cela, ajouté au fait que le train d'atterrissage n'était toujours pas rentré, a fait que la vitesse a commencé à diminuer. À une altitude d'environ 170 pieds, le commandant de bord a commencé à appliquer de la gouverne de direction à droite pour essayer de minimiser la traînée, mais il voulait aussi désespérément réduire sa propre charge de travail et le meilleur moyen d'y parvenir était d'engager le pilote automatique. Les procédures Airbus suggèrent effectivement que le pilote fasse cela dès que possible, mais elles sont aussi très claires sur le fait que, lorsque le pilote automatique est engagé, l'avion doit être correctement compensé, ce qui inclut la compensation de la gouverne de direction. Ainsi, lorsque le commandant de bord a alors tendu la main pour engager le pilote automatique, tout en continuant à appliquer manuellement de la gouverne de direction à droite et sans la compenser, il a enfreint une partie des critères d'engagement. Le pilote automatique s'est bien engagé, comme l'a annoncé le commandant de bord, ce qui a sans doute poussé ce dernier à se détendre et à relâcher progressivement la pression sur la pédale droite. Une fois cela réglé, il a également annoncé les actions ECAM, un ordre direct donné au copilote pour qu'il commence à exécuter la checklist ECAM. Mais il a fait cela à une altitude inférieure à 300 pieds, bien en dessous des 400 pieds, dont ils avaient parlé lors du briefing plus tôt. Le copilote a aussitôt obéi et commencé à exécuter les actions à l'écran, ce qui a sans doute supprimé sa dernière chance de se rappeler que le train d'atterrissage n'était pas rentré.
Maintenant, lorsqu'il a été engagé, le pilote automatique a immédiatement constaté que l'assiette était beaucoup trop élevée et, à cause de cela, a abaissé le nez de l'avion pour suivre les indications des directeurs de vol à la place. Et cela a ralenti la montée et stabilisé la vitesse. Du moins pendant un court instant. Avant de poursuivre, laissez-moi clarifier quelques points. Tout d'abord, je suis sûr qu'il y aura des personnes qui se demanderont « N'aurait-il pas pu simplement décider d'interrompre le décollage, même si cela s'est produit après V1 ?» C'est une question légitime, et comme cela s'est produit juste après la rotation sur une immense piste, il leur restait encore environ 2 km de piste devant eux. En fait, l'équipe d'enquête russe a effectivement posé cette question dans le rapport, et ils l'ont même incluse comme recommandation, mais en réalité, non, ils n'auraient pas dû. Le monde de l'aviation a passé des décennies à inculquer aux pilotes de ne jamais interrompre le décollage après la V1, et cela pour de très bonnes raisons. La V1 est précisément calculée pour garantir la sécurité lors d'un décollage interrompu avant cette vitesse et une montée sûre sur un seul moteur après. Et dans la grande majorité des cas, l'issue d'un décollage interrompu après avoir quitté le sol serait véritablement catastrophique. Dans ce cas, les pilotes n'avaient probablement pas remarqué les problèmes du moteur droit. Ils n'auraient donc pas envisagé d'interrompre le décollage, même si cela aurait pu marcher ici. La deuxième chose que je veux souligner concerne la performance du pilote ici. Je sais que j'ai déjà évoqué les profils psychologiques des pilotes, mais la vérité, c'est que tout ce que je viens de vous raconter jusqu'à présent s'est déroulé en l'espace d'environ 20 secondes, un laps de temps incroyablement court. Mon expérience d'évaluateur de pilote dans les simulateurs m'a montré que si les pilotes sont confrontés à une panne totalement inattendue et qu'ils ont suffisamment de capacité pour simplement appliquer les procédures sur lesquelles ils ont été formés, eh bien, en général, ils s'en sortent bien. Mais si les procédures sont perturbées, comme cela a été le cas ici par une annonce incorrecte qui les a amenés à oublier de rentrer le train d'atterrissage, eh bien, il y a alors très peu d'indices supplémentaires pour amener les pilotes à se rendre compte de cet oubli. Ainsi que ces pilotes n'aient pas remarqué l'oubli du train d'atterrissage ne me surprend pas vraiment. Si vous vous trouvez dans une telle situation sans comprendre pourquoi ça ne va pas, je vous conseille de reprendre la procédure depuis le début, étape par étape, pour vérifier si vous avez oublié quelque chose. Quoi qu'il en soit, alors que le copilote lisait la première action ECAM pour le moteur 1, inverseur déverrouillé, manette de poussée, moteur numéro 1 au ralenti, l'avion a atteint sa hauteur maximale de 313 pieds. Lorsqu'il a lu « Poussée confirmée », pour s'assurer qu'il actionnait bien la bonne manette de poussée, le commandant de bord a répondu « Vérifié ». Ils ont alors été soudainement interrompus par la déconnexion du pilote automatique. Ce qui s'était passé, c'est que le commandant de bord avait maintenant cessé toute action sur la pédale droite du palonnier. La compensation non ajustée a fait que le changement de commande manuelle a dépassé la limite autorisée par le pilote automatique, provoquant sa désactivation et l'alerte sonore dans le cockpit. Le copilote, sans doute surpris par l'alerte soudaine, n'a pas suivi les actions de l'ECAM. En fait, après cela, le copilote n'a pratiquement plus rien fait pendant une assez longue période. L'avion a entamé une descente douce, le commandant reprenant vite le contrôle manuel. Même s'il a d'abord réappliqué de la gouverne de direction à droite, cette action a presque aussitôt commencé à diminuer. Ce qui fit que l'avion se retrouva vite à nouveau en glissade, spoiler déployé sur ses ailes. Cela, combiné à la faible poussée disponible et au train d'atterrissage toujours sorti, suffisait désormais à forcer l'avion à commencer à ralentir. Quelques secondes après, le système d'alerte de proximité du sol a détecté que l'avion descendait et lancé la première d'une série d'alertes. Alertes. Les choses devenaient de plus en plus chaotiques, avec les vibrations, les alertes ECAM, les alertes Master Caution, les alertes GPWS et la sonnerie continue de déconnexion du pilote automatique, tout cela simultanément. Donc, essayer de réfléchir rationnellement dans ces circonstances aurait été très difficile. Il aurait suffi d'appuyer sur le bouton de déconnexion du mini-manche du commandant pour supprimer l'alerte du pilote automatique, mais le fait qu'il ne l'ait pas fait montrait sûrement que le commandant était déjà dépassé. Il a réagi à l'alerte du GPWS en tirant sur le manche, stoppant la descente mais accentuant l'angle d'attaque, ce qui a accru la traînée et réduit davantage la vitesse.
En même temps, il a aussi appuyé sur son micro et a lancé un pan-pan, pan-pan, pan-pan Sverdlovsk sur la fréquence, mais il n'est pas allé beaucoup plus loin que ça. Et le contrôleur aérien, peut-être même sans entendre l'appel ni savoir qui l'avait lancé, n'a pas répondu. Le moteur droit a commencé à surchauffer à cause des dommages subis, mais l'équipage n'a sans doute jamais vu cet avertissement, car de nombreuses autres alertes ECAM s'affichaient avant et n'avaient pas encore été traitées. Le commandant de bord paniqué voyait aussi la vitesse continuer de baisser et l'avion reprendre une légère descente. Et il savait qu'il n'y avait que deux choses qu'il pouvait faire pour corriger cela, augmenter la poussée ou diminuer la traînée. Ne réalisant pas que le train d'atterrissage était encore sorti, il a choisi la première option et poussé les deux manettes à la butée Toga. Maintenant, le moteur gauche était trop endommagé pour répondre à cela, mais le moteur droit a essayé de le faire. Avec plus de carburant dans la chambre de combustion, les aubes endommagées du compresseur haute pression ne pouvaient fournir assez d'air vers l'arrière. La pression s'est alors accumulée, puis a vite reflué vers l'avant jusque dans le compresseur basse pression. C'est ce qu'on appelle couramment un pompage du compresseur, et c'est un phénomène cyclique qui apparaît et disparaît à mesure que la pression continue de s'accumuler puis de se relâcher. Et cela signifiait qu'au lieu d'obtenir plus de poussée, le commandant de bord avait maintenant la sensation d'un avion encore plus endommagé, secoué et poussé d'un côté à l'autre à mesure que les surpressions se poursuivaient. Il existe des procédures à mémoriser pour cela, et elles incluent la réduction de la poussée sur le moteur concerné jusqu'à ce que les pompages cessent. Rappelez-vous, le moteur fonctionnait assez bien avant que le commandant ne le pousse en mode Toga, mais cette réduction de poussée n'a jamais eu lieu. Le chaos a continué et l'avion a poursuivi sa descente. Le commandant de bord a alors réduit la poussée sur le moteur gauche, probablement pour continuer à suivre les instructions de l'ECAM, mais cela n'a évidemment rien changé et il a rapidement dit « Surveille la vitesse » à son copilote, qui n'a pas répondu. Il était sûrement trop choqué pour aider à ce stade. Alors que l'avion se rapprochait de plus en plus du sol, le commandant de bord a de nouveau lancé un message « Pan-Pan » sur la fréquence de la tour et cette fois, il a précisé la nature de l'urgence ainsi que leur indicatif d'appel. Et cette fois, le contrôleur aérien a effectivement répondu. Le commandant de bord a ordonné à son copilote de demander au contrôleur l'autorisation de revenir à l'aéroport, ce qui sembla sortir le copilote de sa torpeur, car il s'est alors exécuté et a également obtenu l'autorisation de retour du contrôleur. Mais à ce moment-là, il n'était plus qu'à 240 pieds au-dessus des champs en dessous, avec une vitesse de 152 nœuds, bien en dessous de la V2. La manette de poussée gauche a finalement été ramenée complètement au ralenti, conformément à l'instruction de l'ECAM, mais cela n'a que très peu aidé. La seule chose qui aurait pu les aider ici aurait été de rentrer le train d'atterrissage, mais le train d'atterrissage ne rentrait toujours pas. À ce moment, le copilote a annoncé « Altitude, altitude », voyant le sol se rapprocher, mais cela a seulement incité le commandant à tirer davantage son manche vers l'arrière. Avec la faible vitesse qu'ils avaient maintenant, cela signifiait que la protection alpha-flore de l'avion s'est finalement activée, empêchant le nez de monter davantage. Avec un autre type d'avion, ces actions auraient causé un décrochage complet, probablement catastrophique à cette altitude. Mais grâce à ces formidables dispositifs de sécurité, l'avion s'est contenté de planer doucement vers les vastes champs de maïs en contrebas. Il n'était plus qu'à quelques secondes de l'impact, sans jamais avoir évoqué cette éventualité ni s'y être préparé. Le commandant de bord essayait toujours désespérément de maintenir l'avion éloigné du sol par tous les moyens possibles, alors que le GPWS se mettait alors à lancer ses alertes vocales. Dans un dernier moment de désespoir, le commandant a sans doute vu que le train d'atterrissage était encore sorti et l'a aussitôt rentré. Lors d'entretiens ultérieurs, il dira avoir agi ainsi car il savait que le sol était mouillé et craignait que le train d'atterrissage ne s'enfonce, faisant basculer l'avion, mais cette explication reste très improbable. Un tel raisonnement aurait montré qu'il avait une grande disponibilité mentale pour prendre des décisions éclairées. Mais vu le chaos de l'équipage à ce moment-là, il est plus probable qu'il ait simplement compris leur erreur et tenté de la corriger pour maintenir l'avion en vol. Toutes les consignes pour un atterrissage forcé sur terrain ferme prévoient un train d'atterrissage sorti absorbant une grande partie de l'impact. S'ils avaient voulu atterrir en urgence, ils auraient dû passer leur temps à sortir plus de volets et contrôler leur taux de descente.
Mais là, ils étaient toujours avec les volets en position 1, comme lors du décollage, le moteur droit fournissant toujours autant de poussée que possible et le train d'atterrissage se rétractant lentement alors que l'avion entamait ses 120 derniers pieds de descente. Aucun échange entre les pilotes, ni briefing ou discussion, aucun ordre de se mettre en position de sécurité au personnel de cabine ou aux passagers, heureusement encore tous attachés. Alors que l'avion descendait sous les 90 pieds, le commandant de bord a tiré le manche à balai complètement en arrière, ce qui a finalement activé la protection Alpha Max et un angle d'attaque d'environ 15,5 degrés. La trajectoire de ce vol de 90 secondes avait été en grande partie tout droit avec seulement un léger virage à gauche. Ainsi, lorsque l'avion a finalement touché le sol, il l'a fait avec un cap de 0,94 degrés et 136 nœuds. Le moteur droit fonctionnait encore à une poussée proche du maximum disponible à ce moment-là, ce qui était clairement visible à la façon dont les tiges de maïs étaient pliées à l'opposé de la direction de l'avion. Presque immédiatement après l'atterrissage, l'enregistreur de données de vol et l'enregistreur phonique du cockpit ont cessé de fonctionner, probablement à cause de la perte d'alimentation électrique lorsque le moteur a commencé à aspirer de la terre, des tiges de maïs et de la boue. L'avion a glissé sur son ventre à travers le champ, la porte du train d'atterrissage partiellement ouverte, et a rapidement sauté un fossé rempli d'eau au milieu du champ avant de s'arrêter. En un seul morceau, les pilotes ont vite coupé les moteurs, puis, après un bref moment d'hébétude, ont lancé l'évacuation, exécutée parfaitement par l'équipage selon tous les témoignages. L'avion ayant encore de la batterie, les pilotes ont signalé leur position au contrôle aérien qui a aussitôt dépêché les secours pour surveiller l'appareil accidenté. À leur arrivée, ils ont été stupéfaits par ce qu'ils ont vu. Un avion intact posé sur son ventre dans un champ de maïs avec tous les passagers et l'équipage en sécurité à l'extérieur attendant leur arrivée. Certains passagers auraient même été impatients d'être ramenés à l'aéroport, probablement pour prendre le prochain vol disponible vers leur destination. Au total, 32 des 233 passagers à bord ont subi des blessures légères, dont 23 lors de l'impact et 4 pendant l'évacuation. Seules 3 personnes ont subi des blessures considérées comme graves. En quelques heures, l'histoire de cette issue fantastique s'est répandue dans le monde entier, soutenue par les autorités russes désireuses de promouvoir une histoire positive sur leur industrie aéronautique malmenée. Des comparaisons ont immédiatement été faites avec le célèbre miracle de l'Hudson. Et le président Vladimir Poutine avait, dans la journée suivant l'accident, annoncé qu'il décernerait aux 2 pilotes le titre honorifique de héros de la Fédération de Russie, la plus haute distinction civile du pays, tandis que l'équipage de cabine recevrait l'ordre du courage. Mais tout cela a eu lieu avant que les enquêteurs ne puissent vraiment commencer leur travail et, lorsqu'ils ont réellement commencé, l'histoire très différente que je viens de vous raconter a émergé. C'était une histoire où les pilotes, après l'impact initial avec les oiseaux, avaient commis plusieurs erreurs qui ont finalement conduit à l'accident et où l'avion lui-même était le véritable héros. Leur enquête a révélé qu'avec le train d'atterrissage rentré, le moteur restant fournissait assez de poussée pour que l'avion continue de monter. Il faut préciser qu'il était aussi très endommagé, rendant impossible de savoir combien de temps il fonctionnerait encore. D'après ce que je peux voir, l'enquête sur cet accident a en réalité été menée de manière très professionnelle et impartiale, ce qui explique peut-être pourquoi elle n'a jamais été officiellement publiée. J'ai basé cette vidéo sur un rapport final ayant fuité, disponible uniquement en russe, qui a commencé à circuler sur Telegram en 2022, et qui a ensuite été minutieusement traduit par l'amiral Klauberg l'année dernière. Je mettrai un lien vers son rapport et son travail ci-dessous. Le rapport final a conclu que l'accident était dû à une collision avec des oiseaux, ce qui était évident dès le début de l'enquête. Mais il comportait également plusieurs observations expliquant pourquoi cela s'est produit, ainsi que des recommandations strictes à la fois à l'aéroport, à la compagnie aérienne et aux autorités de l'aviation russe. Le MAC chargé de l'enquête a constaté que les pilotes ont contribué à l'accident en sous-estimant la menace des oiseaux à l'aéroport, en ne suivant pas la procédure de panne moteur après le décollage et en ne sachant pas réduire la traînée après les dégâts. Cela a conduit à d'autres recommandations concernant la formation et la sélection des pilotes, mais étant donné que le rapport final n'a jamais été officiellement publié, il est peu probable que ce rapport entraîne de nombreuses améliorations. Au moins, nous en savons maintenant plus sur le miracle dans le champ de maïs.